Bonjour à tous. Je m'appelle David Asher et je vais vous présenter aujourd'hui un exposé sur la fabrication de fromages naturels et l'utilisation de cultures de départ naturelles dans la production de fromages commerciaux. Je voudrais me présenter un peu avant de commencer. Je suis un fromager naturel et j'expliquerai ce que ça veut dire dans un instant. Je fabrique du fromage selon les techniques traditionnelles, selon la sagesse ancestrale, selon des traditions de fermentation similaires à celles de la fabrication du pain au levain, de la vinification naturelle et de la fermentation des légumes. Et je pratique un style de fabrication très différent de ce qui est souvent pratiqué dans la production commerciale, en particulier en Amérique du Nord aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant à Maryse et à l'équipe du Centre d'expertise fromagère du Québec qui m'ont donné la possibilité de m'adresser à la communauté fromagère québécoise et de présenter quelques-unes des idées qui peuvent aider les fromagers à améliorer leur production de fromage et en tirer des améliorations et des avantages dans leur production de fromage. Avant de commencer, je tiens à saluer les fromagers québécois qui m'ont tant inspiré. Je suis un fromager canadien établi en Colombie-Britannique. Je voyage beaucoup, comme je vais l'expliquer, mais mon esthétique fromagère a été très inspirée par la communauté des fromagers artisanaux québécois. J'ai goûté pour la première fois un vrai fromage lorsque j'ai vécu à Montréal il y a plusieurs années. Et des fromages comme Au pied du vent et Au gré des champs et d'autres fromages traditionnels m'ont beaucoup inspiré et ont inspiré mon goût et mon aspiration à devenir un fromager. Et lorsque je suis devenu agriculteur et plusieurs années après, lorsque j'ai eu accès au lait cru. Quand j'ai commencé à pratiquer l'agriculture, à élever des chèvres et à recevoir leur lait, je me suis senti inspiré à transformer ce lait en fromage, en grande partie à cause des expériences que j'avais eues et le goût que j'avais eu, la compréhension de ce qu'était le destin du lait, en comprenant qu'une grande partie de ce lait est destinée à se transformer en son fromage. Mais lorsque j'ai commencé mon parcours de fabrication, de fromage, je me suis senti consterné par les méthodes standards de fabrication du fromage. Je me suis senti consterné par la façon dont c'était transformé. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, que je n'arrivais pas à suivre les instructions standards données par les livres typiques sur la fabrication des fromages pour les fromages typiques du Canada. J'avais l'impression qu'il manquait un lien important. Je ne voulais pas avoir à pasteuriser mon lait selon les instructions ou à ajouter des cultures de départ lyophilisées comme celle-ci. D'après ce que je comprends, beaucoup d'entre vous utilisent ça pour créer les conditions nécessaires pour transformer le lait en fromage. J'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose d'important lorsque les fabricants utilisent ces cultures. Je me suis senti enclin à faire les choses un peu différemment, de la même manière que je faisais mon pain au levain, de la même manière que je faisais mon vin naturel, de la même manière que je faisais fermenter mes légumes. Et vous savez, je ne suis pas seulement un fromager, je suis également un agriculteur biologique. Je pratique une philosophie de cercle complet dans mon agriculture. Je conserve des semences d'une saison à l'autre en faisant fermenter mes légumes. Et pour les conserver, lorsque j'ai fabriqué mon premier lot de fromage avec mon tout premier lait de chèvre, je me suis senti porté à transformer le lait d'une manière très similaire et j'ai tout simplement décidé de le faire fermenter et de traiter mon lait de la même manière que je traitais mon levain et mon vin naturel. Mais j'ai ajouté une culture appelée kéfir, dont on va parler un peu plus loin, qui contient une grande diversité de micro-organismes bénéfiques qui aident mon lait à se transformer en fromage de la façon la plus extraordinaire qui soit. Et le tout premier lot de fromage que j'ai fabriqué était tout aussi délicieux que tout autre fromage que j'avais jamais mangé au Québec. Et je me suis senti porté à expérimenter davantage avec ces techniques traditionnelles qui semblaient fabriquer le fromage de la bonne façon. J'ai commencé à donner des cours de fabrication de fromage et à fabriquer mes découvertes sur la fabrication traditionnelle du fromage. Et j'ai, avec d'autres personnes intéressées à comprendre comment travailler avec du lait cru et comment utiliser ces cultures de départ naturelles. Et plus j'enseignais, plus les étudiants me demandaient s'il y avait des ressources que je pourrais leur indiquer pour m'aider à comprendre la fabrication du fromage dans cette perspective. Malheureusement, il n'y avait pas vraiment de livre que je pouvais recommander. Le seul livre que je pouvais vraiment conseiller aux gens de consulter était un livre sur la fermentation écrit par un auteur qui s'appelait Sandor Katz. Ces livres sont la fermentation, Wild Fermentation, et l'art de la fermentation, qui ont été traduits en français.
je crois. Et ces livres ont été pour moi un véritable guide pour comprendre comment le lait se transforme en fromage de la meilleure façon possible en utilisant ces techniques traditionnelles. C'est ainsi que, avec l'encouragement de mes étudiants, j'ai décidé d'écrire un livre sur la fabrication du fromage en utilisant ces perspectives traditionnelles et en abordant les questions de la fermentation naturelle, de l'utilisation du lait cru et d'autres questions importantes. Et voici le livre en question qui s'intitule The Art of Natural Cheesemaking, l'art de la fabrication naturelle du fromage, que j'ai publié en 2015, ça fait déjà presque 10 ans. Le livre a été traduit en français. Je préfère la version française. Ça s'appelle L'art de faire son fromage. C'est un livre qui offre aux fromagers l'essentiel de ce qu'ils doivent comprendre pour transformer un fromage en le faisant de la façon la plus naturelle possible, en utilisant des cultures de départ traditionnelles dont on va parler ici. Depuis la publication de mon livre, il y a une dizaine d'années, j'ai fait des tournées sur le fromage presque tout le temps. Je donne des cours de fabrication de fromage à des fromagers dans le monde entier et j'ai découvert que mes idées ont trouvé un écho chez les fromagers dans toutes sortes d'endroits où je ne m'attendais pas de l'avoir. Et j'ai eu beaucoup de mal à refuser les merveilleuses invitations que j'ai reçues. J'ai reçu des invitations à enseigner la fabrication du fromage à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et ailleurs. Entre-temps, j'ai décidé de mettre l'agriculture de côté, j'ai décidé de mettre la culture en veilleuse, j'ai dit au revoir à mes chèvres, j'ai dit au revoir à mes jardins, mais maintenant je me concentre entièrement à l'enseignement de la fabrication du fromage et à la sensibilisation pour aider les gens à comprendre les raisons pour lesquelles on doit transformer le lait en fromage d'une manière plus naturelle et en les aidant à saisir les techniques nécessaires pour réaliser cette merveilleuse transformation. J'ai écrit un deuxième livre qui devrait sortir dans quelques mois et qui sera intitulé From Milk into Cheese, du lait au fromage. En fait, le premier livre que j'ai écrit, c'est une sorte d'introduction aux idées de la fabrication naturelle de fromage, et le prochain livre sera une exploration beaucoup plus approfondie de ces idées naturelles, d'une façon beaucoup plus globale sur les traditions de la fabrication du fromage. Donc, je suppose qu'on peut maintenant commencer la présentation. Donc, je fais du fromage naturellement. J'ai ici un de mes fromages que j'ai fait d'une manière naturelle. Il s'agit d'un fromage de style Saint-Marcellin que j'ai fabriqué avec du lait de vache et que j'ai fait fermenter de manière très traditionnelle selon les principes et les philosophies de la tradition fromagère. Y compris l'utilisation d'une culture de départ naturelle qui a aidé le fromage à se fermenter de la meilleure façon et même à développer cette belle croûte ridée que vous voyez à la surface qui est typique des fromages fabriqués de façon traditionnelle. Et cette couche naturelle de Geotrichum candidum est une sorte d'évolution des communautés naturelles de micro-organismes qui font partie de la fabrication naturelle de fromage. Ce fromage incarne les 4 philosophies sous-jacentes à la fabrication naturelle du fromage. Et ces 4 philosophies sont que le fromage est agricole, que le fromage est culturel, le fromage est biologique et il est microbiologique. Je voudrais présenter brièvement ces 4 idées, mais je me concentrerai ensuite sur la dernière, à savoir que le fromage est un phénomène microbiologique. Le fromage est essentiellement culturel. La façon dont il est fabriqué est influencé par la culture dans laquelle ce fromage est fabriqué. Et le goût d'un fromage est très lié à la culture qui sous-tend sa transformation du lait en fromage. Et ce fromage peut être influencé par la culture de toute façon. Il y a plusieurs façons de regarder ça. Le fromage peut être influencé par la culture religieuse, la culture économique, l'agriculture industrielle ou même la culture matérielle d'une société. Et les fromages que j'ai ici, ce style de fromage fermier, originaire de France, est très influencé par les traditions et les cultures de l'agriculture à petite échelle dans le sud de la France, où ce style de fromage est très connu et apprécié. Et si ce fromage est fabriqué dans le cadre de cette agriculture, il s'ensuit que cette belle histoire évolue de la plus belle des manières et crée des saveurs extraordinaires qui font partie de cette culture et qui sont comme une continuité de cette culture. Alors que si le fromage est fabriqué dans une culture industrielle, une agriculture industrielle, il y a un goût qui est très influencé par les interventions industrielles qui sont impliquées dans la transformation du lait.
On ne peut pas faire en sorte qu'un fromage fabriqué dans une culture industrielle va goûter de la même façon que ceux qui sont fabriqués dans une culture traditionnelle parce que les bonnes conditions ne sont pas là. Si on veut créer un fromage qui reflète le lieu, il faut recréer cette culture. Même si vous fabriquez du fromage dans un cadre commercial, si vous recréez en quelque sorte les conditions de fabrication du fromage qui sont celles des productions fermières traditionnelles, comme les fromages de chèvre français traditionnels ou les fromages de vache, vos fromages auront le goût des saveurs traditionnelles. Ils auront le goût des fromages traditionnels français s'ils sont fabriqués selon la philosophie de fabrication des fromages traditionnels. Le fromage est aussi un produit agricole. Et c'est très important de le comprendre. Le fromage est souvent conçu comme un fromage industriel de nos jours, quelque chose qui est fait en usine. Mais il faudrait voir le fromage comme un produit agricole. Je crois que le fromage devrait être reconnecté avec son agriculture. Plus le fromage est lié à son agriculture, mieux il se portera. Et plus il y a de séparation entre le fromage et l'élevage animal, pire le fromage va être. Dans les conditions les plus traditionnelles de fabrication du fromage, le fromage est fabriqué avec le lait de l'animal encore chaud, directement sorti du pis de l'animal. Il se rend directement du pis dans la cuve de fabrication du fromage. Le fromage est alors dans son état le plus exalté. Le lait n'est pas endommagé ou détruit par les technologies de conservation comme la réfrigération. Et le fromage évolue de la façon la plus savoureuse. Vous savez, de nos jours, c'est pas très courant pour les fromagers de relier leur agriculture à leur fabrication de fromage. On met souvent un mur entre le fromage et son agriculture. Un mur littéral entre la laiterie et la fromagerie. Et rien ne peut passer entre les deux, si ce n'est le lait. Mais plus la séparation est grande, plus il y a de murs entre le fromage et son agriculture, plus le fromage sera mauvais. Et dans une laiterie typique de l'Amérique du Nord aujourd'hui, j'inclus le Québec là-dedans, la plupart des fromagers n'utiliseront pas le lait directement du pis de l'animal et encore tiède. Au lieu de ça, ils refroidissent le lait, le mettent dans un réservoir de lait en vrac. Ils le conservent pendant 2 jours, mélangent le lait avec les traites suivantes, 3 ou 4 traites au total, dans ce réservoir de lait en vrac. Ensuite, l'agent des producteurs laitiers du Canada va prendre le lait dans le réservoir de lait en vrac et va le mettre dans leur cuve de lait à fromage. Et les fromagers travaillent ensuite avec ce lait. C'est un mélange de lait provenant de 4 traites qui peut être âgé de 2 jours. Et lorsque le fromage est fabriqué avec ce type de lait, il est séparé de son agriculture. Le fromage a besoin de plus d'intervention pour évoluer de la meilleure façon possible. Il est tout à fait possible même que le lait doive être pasteurisé en raison de la longue période de réfrigération qui favorise la prolifération des microbes indésirables. C'est tout à fait possible que ce lait, parce qu'il a été pasteurisé, doit ensuite être enrichi en calcium afin de réparer les dommages causés par la pasteurisation. Et plus la séparation s'accentue, plus la qualité du fromage diminue. Plus on reconnecte le fromage avec son agriculture, meilleur est le fromage. Si on utilise le lait chaud directement du pis, on évite les micro-organismes indésirables qui ont l'occasion de se développer dans le lait lorsqu'il est réfrigéré. On peut éviter les dégradations qui résultent du mélange du lait dans le réservoir de lait en vrac, ainsi que les oxydations, les acidifications des matières grasses du lait qui en résultent. Si on utilise une présure naturelle, par exemple, comme on va le décrire plus tard, provenant des animaux eux-mêmes, et si on utilise une culture de départ qui a surgi du lait de la manière la plus naturelle possible, comme on va le voir, ce fromage va évoluer de la manière la plus extraordinaire possible, aura la meilleure saveur possible. Il est donc très important de rétablir le lien entre la fabrication du fromage et son agriculture, son élevage animal, ce qui est malheureusement très difficile à faire au Canada, comme on va le voir. On aura probablement des questions à ce sujet après la session. Mais ici au Canada, mon style de fabrication de fromage est essentiellement illégal en raison de divers contrôles et de diverses restrictions sur la production de fromage en l'utilisation du lait cru frais. Je crois savoir qu'au Québec, il y a plus de possibilités légales, plus de capacité pour la fabrication de fromage que dans notre pays pour travailler avec du lait cru frais et chaud. Et je comprends qu'il est possible au Québec, peut-être plus que partout ailleurs en Amérique du Nord, pour les fromagers de recréer cette connexion entre leur agriculture et la fabrication de leur fromage. Alors, poursuivons maintenant. Il est important de comprendre que le fromage est un phénomène aussi, en plus d'être agricole, un phénomène biologique. On a tendance à considérer le fromage comme une invention humaine, mais tout ce qu'on fait dans le domaine du fromage possède un précédent biologique.
est en fait un phénomène biologique. La façon dont le lait se transforme en son fromage fait partie de la façon dont le lait est digéré par les nourrissons qui boivent le lait de leur mère, et tout le monde ne s'en rend pas compte, pas même les fromagers. Mais lorsqu'un jeune animal boit le lait de sa mère, ce lait se transforme en fromage à l'intérieur du ventre de la mère, afin de bien digérer ce lait et de le transformer, de le décomposer comme il se doit, afin d'obtenir les nutriments à partir du lait de la mère. Et presque tous les aspects de l'évolution des fromages sont en fait liés à la façon dont le lait est digéré dans l'estomac d'un jeune animal qui a reçu le lait de sa mère, y compris des fromages comme ceux-ci, qui sont des fromages à pâte molle de type lactique. C'est un Saint-Marcellin et il a été longuement fermenté. Il y a un pH très bas. Le fromage a une texture très douce et crémeuse, en grande partie en raison de la façon dont le lait est digéré à l'intérieur de l'estomac des jeunes ruminants, qui fait en sorte qu'il se décompose en une pâte douce et crémeuse. Et ce phénomène est un phénomène biologique qui fait de ce style de fromage qui peut se produire dans la laiterie. Et finalement, la dernière chose que je veux dire sur la fabrication naturelle de fromage, c'est que le lait a la capacité d'évoluer. C'est un phénomène microbiologique. Il peut fermenter à sa manière sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des ferments de départ lyophilisés, parce que le lait est une substance microbiologiquement riche et que les microbes font partie de ce lait. Ils sont censés être dans ce lait. Et si les fromagers manipulent leur lait de la bonne façon, le lait va faire évoluer sa propre communauté microbienne, ce qui rend la fabrication du fromage extrêmement sûre et élimine le besoin pour les fromagers d'acheter des cultures lyophilisées comme celle-ci. Donc, on peut fabriquer presque tous les styles de fromage de façon naturelle. On peut fabriquer des camemberts, des fromages bleus, des fromages à croûte lavée, des fromages de type alpin. On peut fabriquer toutes sortes de fromages avec du kéfir, du yogourt, avec des cultures de départ naturelles, le tout avec de la pression naturelle, de la même manière que les fromagers traditionnels l'ont fait dans le passé. Et tous les styles de fromage qu'on connaît et aime aujourd'hui ont tous évolué avant l'utilisation de cultures de départ lyophilisées, avant l'utilisation de la pasteurisation, avant l'utilisation de la présure commerciale. Les fromagers travaillaient avec les matériaux qu'ils avaient de leurs animaux qu'ils avaient dans leur ferme, et le fromage est impliqué dans la meilleure façon, sans intervention, comme un camembert évolue, ça se développe à une belle croûte blanche. C'est une sorte de continuité des traditions sur la façon dont les fromagers développaient leur fromage en Normandie, qui encourage les fromages à développer cette extraordinaire belle croûte blanche microbiologique. Le lait a la capacité de fermenter de la manière la plus extraordinaire qui soit. Et on ne pense pas souvent que le lait a la capacité de se fermenter lui-même. C'est pas quelque chose qui est généralement discuté. Ça semble très audacieux, très osé aujourd'hui, mais c'est quelque chose dont les fabricants de fromage commencent à parler de plus en plus. La science du microbiome. Depuis une dizaine d'années, des études ont mis en lumière une entité qu'on appelle le microbiome. Et il s'avère que le lait de la mère, le lait maternel, est l'un des plus importants contributeurs pour créer ce microbiome bénéfique pour les jeunes animaux, les vaches, les chèvres, les moutons, les êtres humains qui boivent le lait de leur mère. Dans les intestins des jeunes mammifères qui boivent du lait, ça fait partie de ce lait. C'est conçu pour être dans le lait, et ce qui fait en sorte que le lait va fermenter dans les intestins des jeunes mammifères qui boivent du lait. Les fromagers canadiens n'ont pas besoin d'acheter des cultures de départ lyophilisées pour fabriquer leur fromage, parce que tous les microbes dont un fromager pourrait avoir besoin sont présents dans le lait cru en raison de la façon dont ce lait est digéré dans l'estomac des jeunes animaux. Et les fromagers peuvent cultiver cette communauté de micro-organismes bénéfiques à partir de leur lait, de la même façon qu'un boulanger naturel va cultiver des communautés de micro-organismes bénéfiques qui se trouvent dans leur farine et qui vont faire lever leur pain. Le lait, en fait, est destiné à fermenter. Ces micro-organismes qui sont dans ce lait sont destinés à digérer les sucres du lactose présents dans le lait. Ils sont censés les transformer en acide lactique, en glucose et en autres sucres qui rendent ces laits plus digestes, plus faciles à digérer. Ces micro-organismes contribuent également à établir une sorte de fonction immunitaire très importante chez les jeunes animaux buveurs de lait et qui empêchent des micro-organismes indésirables de se développer dans leur intestin. Ces micro-organismes semblent également moduler, jouer un rôle très important dans le bien-être et l'état d'esprit du bébé. Dans l'ensemble, ces microbes font partie du lait et doivent être reconnus comme tels, tout comme les matières grasses, les protéines, le sucre, la chaleur du lait. Et les microbes du lait devraient être considérés comme faisant partie du lait lui-même. Mais on considère souvent les microbes dans le lait comme un signe de contamination.
En tant que producteur laitier, on s'efforce de réduire autant que possible la charge microbienne du lait afin d'empêcher le lait de fermenter et afin d'obtenir un meilleur prix pour notre lait. Pour les producteurs laitiers qui vendent leur lait, on obtient des réductions de prix dans notre vente s'il y a un haut décompte de microbes dans les cellules somatiques de notre lait. Parce que vous savez, ces microbes présents dans le lait sont extraordinairement diversifiés et comprennent certains micro-organismes indésirables comme les coliformes, mais en général, la communauté microbienne du lait est bénéfique et contient des espèces extraordinairement diversifiées de bactéries bénéfiques, de champignons, de levures qui font partie du lait et sont censés se trouver dans ce lait et qui consomment les sucres apportés par le lait. Et les bonnes pratiques de manipulation et de fermentation du lait encouragent en fait cette communauté de micro-organismes bénéfiques. Ça entre en compétition avec les microbes indésirables comme les coliformes, qui sont des micro-organismes opportunistes. Ça les empêche de se développer dans le lait. Et il semble que la plupart des laits dans le monde ont le même type de communauté microbiologique. Ils contiennent tous une communauté extraordinairement diversifiée de micro-organismes bénéfiques qui peuvent tous développer leur propre culture de départ, plus ou moins de la même manière, partout dans le monde. Vous savez, ça se fait partout dans le monde de la même façon. En tant que fromager, on ne peut pas vraiment travailler avec le lait et ses microbes sans avoir une culture de départ. Le lait en lui-même, en particulier la façon dont il est préparé dans une laiterie aujourd'hui, est trop propre et ne fermente pas correctement. Il n'a pas la communauté de micro-organismes dont il a besoin pour fermenter correctement. Et les fromagers doivent ajouter une culture de départ à leur lait pour que celui-ci fermente et se protège contre la croissance de micro-organismes indésirables. Le fromager peut faire ça de 4 façons principales. Le fromager peut utiliser des matériaux naturels comme le bois ou l'argile qui vont retenir les microbes d'un lot à l'autre. Il peut utiliser aussi le petit lait conservé d'un lot à l'autre pour ensemencer les micro-organismes bénéfiques qui font fermenter le lait de la meilleure façon. Il peut utiliser une culture de départ de lait fermenté, ce que ça s'appelle souvent une culture de clabaudage, une culture de clabot ou une culture de clabber en irlandais, ou ils peuvent utiliser une culture de kéfir, comme on verra, pour poursuivre cette fermentation. Dans une laiterie aujourd'hui qui est généralement trop propre, vous savez, où le lait est trait au moyen d'appareils de traite stérilisés. Dans ces machines, le lait doit avoir un taux microbien très bas pour pouvoir entrer dans le système industriel. Mais, malgré tout, les fromagers peuvent introduire une forte culture de ferments lactiques dans leur fromage qui sont pris à partir de leur lait à la ferme. Et voici les 4 façons essentiellement de faire les choses. Je vais passer en revue ces différentes techniques. Je vais parler à l'instant des différents matériaux naturels. À l'origine, les fromagers ne savaient pas que des microbes étaient impliqués dans la transformation de leur lait en fromage, mais en fabriquant du fromage jour après jour dans les mêmes matériaux naturels, par exemple dans un pot d'argile ou dans une cuve en bois, comme le gerle de l'Auvergne, cela conservait les micro-organismes bénéfiques du lait d'un jour à l'autre, et ces matériaux naturels comme le bois ou l'argile ne peuvent pas être vraiment bien nettoyés et ne sont d'ailleurs pas nettoyés par les fromagers qui les utilisent. Ces matériaux retiennent les micro-organismes les plus bénéfiques du lait et induisent très rapidement une fermentation bénéfique qui empêche les microbes indésirables comme les coliformes de se développer. Et lorsque ce gerle est utilisé jour après jour pour la fabrication du fromage, c'est même pas nécessaire de penser à ajouter une culture de départ au lait parce que la cuve en bois devient la culture de départ. Et lorsque la cuve est utilisée jour après jour pour la fabrication du fromage, il n'est même pas nécessaire de penser à ajouter une culture de départ et ça permet aux micro-organismes bénéfiques de croître, ce qui permet au lait de se développer de la même façon. Les fromagers d'Auvergne qui utilisent le gerle, en fait, font du fromage 2 fois par jour, avec le lait de chaque jour, avec le lait de chaque traite. Il y a donc une utilisation régulière de cette cuve en bois qui encourage la meilleure communauté microbienne à évoluer d'une façon qui fait en sorte qu'elle soit aussi sûre que possible. Voici une photo de la gerle d'Auvergne, faite de bois de châtaignier. Et les fromagers d'Auvergne aujourd'hui sont encore autorisés à utiliser ces matériaux naturels dans la laiterie, en partie parce qu'ils ont prouvé par des analyses microbiologiques que les fromages qu'ils fabriquent dans ces cuves sont en fait tout à fait sûrs, peut-être même plus sûrs qu'un fromage fabriqué dans une cuve en acier inoxydable à l'aide de ferments lyophilisés.
C'est le précédent de la fermentation naturelle qui a conduit à plus ou moins tous les styles de fromage qu'on connaît aujourd'hui. La plupart des styles de fromage sont faits à partir de ces contenants en bois. On ne savait pas que la fermentation se produisait. Mais en fabriquant le fromage régulièrement dans ces cuves, la culture se transmettait d'un jour à l'autre. C'est la tradition, par exemple, du cheddar ici, ce qu'on connaît comme le cheddar ici en Amérique du Nord, qui est en fait une évolution du fromage traditionnel qu'on appelait le Cantal d'Auvergne, qui était historiquement fabriqué dans la gerle. Quand le fromage est fabriqué dans du bois, le bois conserve la culture d'un jour à l'autre. Mais lorsque le fromage est fabriqué dans une marmite en cuivre, quand on parle de fromage de style plus alpin, cuit dans une marmite en cuivre, la bouilloire en cuivre doit être lavée après chaque journée de fabrication parce que le cuivre se dégrade et rouille et développe différents degrés de toxicité si le cuivre est laissé dans un environnement acide, ce qui est normalement le cas dans la cuve. Alors, les fromagers, historiquement, nettoyaient leur bouilloire en cuivre et ensuite mettaient du petit lait du lot de fromage précédent comme culture de départ pour le lot suivant. Et les traditions d'utilisation de petit lait comme culture de départ pour la fabrication du fromage sont très anciennes, remontent probablement à l'époque romaine. Et la culture d'amorce avec du petit lait peut facilement être conservée d'un jour à l'autre. Et cette culture peut être nourrie, rajeunie, en fabriquant un lot de fromage avec elle, puis en sauvant le petit lait, en le laissant fermenter pendant la nuit jusqu'au lendemain. Et de cette façon, les fromagers créent les conditions propices au développement des meilleurs microbes et permettent à la fromage de fermenter de la meilleure façon possible. Il y a plusieurs fromages partout en Europe qui sont encore fabriqués aujourd'hui à l'aide de cultures de départ naturelles. La plupart des fromages de montagne en Suisse, en France et en Italie sont fabriqués à l'aide d'une culture de petit lait reconnue pour sa sécurité, son efficacité. Les fromages comme le Parmesan Reggiano doivent être fabriqués à l'aide d'une culture de ferment lactique afin d'obtenir un statut d'appellation d'origine. C'est en quelque sorte compris que ces cultures de ferment lactique fonctionnent pour le fromage et qu'elles sont très sûres, très efficaces et qu'elles peuvent développer une extraordinaire communauté de micro-organismes. La question se pose, si ça prend du petit lait pour faire du petit lait, alors d'où vient la culture de départ? Bien, on peut créer une culture de départ essentiellement en laissant le lait fermenter par lui-même. Si vous prenez du lait cru, ça ne marche pas avec du lait pasteurisé, mais si vous prenez d'abord du lait cru, laissez-le fermenter dans un bocal. Prenez de préférence du lait cru frais, directement du pis, encore chaud, non réfrigéré. C'est la meilleure solution. Prenez du lait cru et laissez-le dans un bocal à température ambiante, entre 20 et 30 degrés. Si vous le laissez pendant 2 à 3 jours, ce lait va fermenter spontanément à l'air libre pour produire du lait fermenté qu'on appelle une culture de caillé ou un clabber en anglais. Cette première fermentation ne se passe généralement pas très bien parce que le lait est trop propre. Il n'y a pas assez de bons micro-organismes pour fermenter ce lait parce qu'il provient d'une laiterie moderne. Le lait n'a pas été trait dans un seau en bois. Il a été prélevé sur l'animal de manière relativement stérile, mais le lait va quand même fermenter. La fermentation peut prendre 2 ou 3 jours, ce qui est assez long, mais une fois que le lait est caillé, il peut se transformer en ceci comme ceci. Ça, c'est un lait fermenté. Et ce lait fermenté peut être ensuite refermenté. Il peut être mis dans un bocal propre et la fermentation, à ce moment-là, va commencer beaucoup plus rapidement. Et même si ce premier lait fermenté n'est pas nécessairement de la meilleure qualité, que les micro-organismes présents dans le lait ont la capacité de surmonter ça. Et quand on recycle cette fermentation, lorsqu'on fait cette transplantation, ce repiquage, comme on dit en français, en anglais on dit backslop, quand je repique cette culture d'un lot à l'autre, quand on prend une cuillerée de la culture, on la met dans un bocal et on la nourrit avec du premier lait tiré du pis et on met une partie du premier lot dans ce lait à nouveau, quand il est encore chaud, préférablement. Quand on plante cette semence dans ce lait, alors ce lait fermente beaucoup mieux. Au lieu que ça prenne 48 heures ou 72 heures pour que le lait caille et surisse, mais quand vous l'avez ensemencé avec le lot précédent, la fermentation se produit en 12 heures environ seulement. Et ça, ce sera, vous savez, voici, ça c'est du lait frais qu'on a nourri avec un petit peu du lot précédent de lait fermenté. Et dans les 12 heures, ce lait va produire davantage de lait caillé, comme ceci. Et je suis en mesure de recommencer le processus. Et cette culture de départ peut être conservée en la nourrissant régulièrement de lait frais jour après jour. Vous pouvez conserver cette culture pendant toute votre carrière de fromager, si vous le souhaitez, en la nourrissant régulièrement avec du lait frais tous les jours, ou en la conservant au réfrigérateur jusqu'à une semaine, ou en la congelant pendant quelques mois.
C'est préférable de la nourrir tous les jours pour maintenir les cultures dans leur meilleure forme, mais ces cultures nécessitent un peu de soins et d'attention pour qu'elles fonctionnent au mieux. Mais tant que vous leur accordez des soins et de l'attention nécessaires, les cultures donneront toujours le meilleur d'elles-mêmes et seront même plus performantes que les cultures de départ lyophilisées parce qu'elles sont très stables, très fortes, très diversifiées sur le plan microbiologique. Elles ne meurent pas à cause de bactériophages, par exemple. Elles n'ont pas besoin de conditions stériles pour se développer. Elles fermentent très bien le lait cru et on peut alors développer une culture spécifique au lait en refermentant du lait de chèvre, du lait de brebis ou du lait de vache. Ces cultures n'ont pas de date d'expiration. Elles sont plus ou moins éternelles tant qu'on s'en occupe. Elles fournissent à peu près tous les micro-organismes dont un fromager peut avoir besoin pour tous ses fromages. En cultivant cette culture à 20 degrés Celsius, on obtient une culture mésophile, mais si vous faites fermenter ce lait à 40 degrés, vous obtenez une culture thermophile, une culture à yogourt, c'est-à-dire une culture de fermentation du lait à température plus élevée qui permet de fabriquer un fromage de type alpin, comme le comté. Et ces cultures de démarrage, ces cultures de lait fermenté, peuvent être utilisées comme amorce pour fabriquer un premier lot de fromage dont vous pouvez ensuite conserver le petit lait si vous voulez faire une culture d'amorce au petit lait. C'est essentiellement la façon dont on fait une culture d'amorce. On laisse le lait se fermenter spontanément et on cultive ensuite la communauté de micro-organismes bénéfiques du lait pour la fabrication par le biais du repiquage, de la transplantation. Les gens de la communauté du vin naturel appellent cela un pied de cuve, un fond de baril. Ils prennent un petit peu du lot précédent utilisé comme culture de départ pour le lot suivant et ça initie une fermentation bénéfique pour le matériau, que ce soit des raisins, de la pâte à pain ou du lait. Et ça contient les micro-organismes qui provoquent cette fermentation. Mais c'est préférable d'effectuer une fermentation cyclique et pas seulement linéaire, c'est-à-dire repiquer la culture jour après jour pour cultiver les meilleurs microbes du lait. Il y a une dernière façon de cultiver une communauté de micro-organismes bénéfiques, c'est le kéfir. Le kéfir, c'est la façon que je vais vous montrer pour cultiver une communauté de micro-organismes bénéfiques du lait. Le kéfir, c'est une communauté phénoménale de micro-organismes bénéfiques. Personne ne sait d'où ça vient, mais cette culture-là existe. Il y a de quoi être vraiment émerveillé par cette sorte de créature vivante qui vit dans le lait. Voici mes grains de kéfir. Vous mettez ces petites choses-là dans le lait et ça fait fermenter le lait pour en faire du kéfir. Ensuite, vous pouvez filtrer les grains de kéfir pour les faire sortir et utiliser ça comme culture de départ pour faire du fromage. Et ensuite, on peut mettre les grains dans plus de lait, faire ça jour après jour. Et les grains de kéfir vont croître et prospérer et fermenter le lait encore et encore et encore. Et personne ne sait vraiment d'où ça vient, la culture de kéfir, mais le fait qu'elle existe dit quelque chose d'important sur le lait. Et pour moi, c'est la preuve que le lait est fait pour se fermenter et que les cultures du monde ont conservé du kéfir depuis des millénaires. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent pour la fabrication de fromage aujourd'hui, mais historiquement, ça a très bien pu jouer un rôle très important dans la fermentation du lait. Parce que historiquement, les cultures du monde conservaient le kéfir comme une graine qu'on plante dans le lait et qui permet au lait de fermenter de la meilleure façon possible. Il existe une preuve archéologique du kéfir en Chine occidentale. Une momie appelée la beauté de Xiaowei a été découverte, enterrée il y a 3 ou 4 000 ans. Elle a été préservée par les conditions sèches du désert de l'ouest de la Chine. Cette momie a été enterrée avec ses beaux vêtements, ce magnifique chapeau orné d'une belle plume et cet bizarre collier que personne ne pouvait vraiment expliquer. Mais il y a une dizaine d'années, il y a des spécialistes de protéines qui ont étudié les morceaux du collier qui étaient auparavant inexplicables. Et ils ont trouvé des signatures protéiques dans ces morceaux qui étaient les mêmes que celles qu'on voit dans les grains de kéfir. Cette beauté de Xiaowei, comme on l'appelle, a été enterrée avec des grains de kéfir, ce qui est étonnant. Le kéfir que je garde ici est de la même lignée que le kéfir de cette magnifique momie et qu'elle conservait, qu'elle utilisait vraisemblablement pour fermenter son propre lait. Il est tout à fait possible que les gens aient utilisé le kéfir pour fermenter le lait dans le monde entier. Cette beauté de Xiaowei, même si elle a été trouvée en Chine, en fait, on pense qu'elle a un héritage européen, caucasien, car l'ADN a prouvé qu'elle venait d'une sorte de région caucasienne de l'Europe et qu'elle pratiquait une agriculture traditionnelle en trayant des chèvres et des brebis et en fabriquant du kéfir. Et cette forme de fermentation a probablement fait son chemin dans le monde entier avec l'aide de ces colons agricoles d'origine qui ont apporté les technologies. Ces premiers fermenteurs de lait auraient dépendu de cultures comme le kéfir pour assurer une bonne fermentation.
car ces pasteurs nomades ne buvaient pas nécessairement du lait tel quel, mais ils transformaient le lait en fromage en utilisant la fermentation traditionnelle. Et c'est ce fromage qui leur permettait de vivre et de survivre dans le rude plateau et le rude climat du plateau de l'Asie centrale. Et il y a de nombreuses personnes dans cette partie du monde qui continuent de conserver le kéfir et fermentent leurs produits laitiers de la même manière en transformant leur lait de cette façon. Moi-même, je conserve du kéfir et je l'utilise pour faire des cultures de fermentation, pour faire du fromage. Il y a certains producteurs laitiers québécois qui l'utilisent. Liberté, d'après ce que je comprends, fabrique un style de kéfir qui utilise des grains de kéfir traditionnels. La première fois où j'ai bu du kéfir, il y a une vingtaine d'années, c'est lorsque je vivais à Montréal. Ça provenait d'un kéfir traditionnel fabriqué avec du grain de kéfir. Je pense qu'ils ont peut-être abandonné cette production parce qu'ils avaient l'impression de ce que voulaient les consommateurs et que ça leur plaisait pas parce que le kéfir fabriqué avec un grain de kéfir traditionnel, c'est vraiment extraordinaire. Ça m'a en fait rendu accro à la fermentation naturelle. Un seul essai de ce produit traditionnel va vous rendre accro. Le kéfir va vous faire vous sentir bien. C'est une source extraordinaire de probiotiques bénéfiques, mais aussi de toutes sortes de micro-organismes extraordinaires pour la fabrication du fromage. Et ça contient des levures magnifiques qui aident à développer de superbes croûtes comme celle que je vous ai montrée plus tôt, cette croûte de Geotrichum candidum qui se développe simplement avec l'aide des micro-organismes présents dans le kéfir. Alors maintenant, on peut passer à l'idée suivante. Alors, on comprend que le fromage peut se développer de manière naturelle. Il y a beaucoup d'études qui démontrent l'innocuité, la sécurité des techniques traditionnelles. Il y a beaucoup de précédents. En fait, tous les fromages qu'on connaît et qu'on aime aujourd'hui ont été créés à l'aide de techniques naturelles. Alors, pourquoi est-ce qu'on hésite tant à utiliser des techniques naturelles dans nos laiteries aujourd'hui? Bien, il y a une sorte de crainte à leur sujet. Vous savez, la technique moderne de fabrication de fromage implique en quelque sorte que les techniques habituelles ne fonctionnent pas. Et quand on apprend à fabriquer du fromage de cette façon, cette technique d'utilisation vous force à vous méfier de votre lait. Et cette méfiance concerne les micro-organismes. C'est difficile de se défaire de cette peur des microbes du lait. Mais votre lait a tout ce qu'il faut pour fermenter lui-même. Vous pouvez apprendre à utiliser ces cultures de départ naturelles. Plus vous aurez confiance en ces méthodes naturelles, plus elles fonctionneront dans votre lait. Plus vous les utiliserez, plus vous allez prendre soin de ces cultures et vous allez leur donner l'amour, l'affection dont elles ont besoin, mieux ce sera. C'est une question de foi, de confiance. Et ça aide aussi si d'autres personnes utilisent ces techniques autour de vous. Je ne sais pas si au Québec, quelqu'un utilise actuellement les techniques naturelles que je viens de décrire, mais dans de nombreux endroits du monde où les techniques naturelles sont devenues plus courantes, comme en Uruguay, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, tous ces endroits où j'ai enseigné, où j'ai aidé à faire connaître la fabrication naturelle de fromage, ça aide beaucoup s'il y a quelqu'un sur le terrain dans ces pays qui est un champion de ces méthodes. Ça aide à montrer aux gens que ces techniques naturelles fonctionnent dans la culture. Et il y a peut-être cet défi au Québec pour faire du fromage de manière naturelle. Il n'y a pas nécessairement quoi que ce soit d'illégal à utiliser une culture de démarrage comme du caillé ou du kéfir dans votre fabrication de fromage. C'est juste dans nos têtes. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. La culture d'utiliser ce type de ferment peut changer. Si on change notre compréhension des choses, si on accepte que le lait peut fermenter différemment et que le lait est destiné à fermenter ainsi, que les microbes qui sont là sont bien censés être là. On peut faire confiance à ce moment-là à ce mode de fermentation, et plus on fait confiance à ce mode de fermentation, plus il y aura de preuves que ce type de fermentation fonctionne. Et l'innocuité et la sécurité peut être testée, bien sûr, au niveau de la culture de départ des fromages qui sont fabriqués à partir d'elle. Il n'y a pas de raison de craindre ces communautés de micro-organismes présentes ici. C'est quelque chose qu'il faut parfois voir par soi-même pour y croire. J'encourage les gens à expérimenter, à jouer avec des petites quantités dans leur laiterie ou à la maison afin d'augmenter leur confiance en ces transitions. Mais il y a quelque chose qui va fonctionner, même à grande échelle commerciale. Rappelez-vous que tous les types de fromages ont évolué à partir de ces technologies traditionnelles. Il y a quelque chose de très spécial et d'important dans la façon dont le lait fermente qui doit être honoré et apprécié. Et j'espère que vous allez prendre en considération certaines de ces idées dans votre laiterie. Le fromage naturel peut faire une grande différence à la fois sur le plan écologique, économique et organoleptique. Le fromage fait de cette façon a un meilleur goût, se développe mieux, permet aux fromagers d'économiser du temps et de l'énergie. Et je recommande vivement aux fromagers d'utiliser ces techniques naturelles
Elles vous permettent d'apporter une sorte de plénitude, une complétude dans l'opération de fabrication du fromage. Souvent, les fromagers n'aiment pas ça avoir à acheter ces cultures lyophilisées. Et on n'a pas besoin de les acheter. Votre lait fournit tous les micro-organismes dont il a besoin et vous pouvez vous approprier cette partie la plus importante de la transformation du lait en fromage. Donc, ces techniques naturelles ont fait beaucoup de chemin. Il y a une dizaine d'années, personne ne parlait de méthodes naturelles dans la fabrication du fromage. Mais au cours des 10 dernières années, les fromagers du monde entier ont commencé à adopter ces techniques naturelles et ont commencé à avoir confiance en leur lait et en ces micro-organismes. C'est quelque chose qui peut fonctionner partout dans le monde. Les fromagers ont toujours la capacité à développer la meilleure communauté de micro-organismes bénéfiques partout. Pas seulement en France, en Italie ou en Suisse, dans les fromageries traditionnelles avec appellation d'origine, mais partout dans le monde où on élève des vaches. Le lait a toujours la capacité de fermenter et de développer la même communauté de micro-organismes bénéfiques. Ce n'est pas un phénomène propre à l'Europe, c'est quelque chose qui est propre au lait et tous les laits ont la possibilité de le faire. Tant qu'on crée les conditions qui font en sorte que ça va se produire, ça va se produire. Mais en abandonnant le contrôle des micro-organismes du lait à des entreprises comme Danisco, qui fournit ces cultures, et qui d'ailleurs est une filiale de Dow DuPont, une des plus grandes entreprises agrochimiques du monde, en s'approvisionnant pour nos présures de compagnies comme Christian Hansen aux Pays-Bas, non, plutôt au Danemark, qui fournissent environ 80% de l'approvisionnement mondial en présure. À ce moment-là, on cède le contrôle de la fabrication de notre fromage à une autre entité commerciale et on perd le lien avec la façon dont notre lait se transforme. Et le lait se transforme, qui était autrefois un produit fermier naturel, se transforme en quelque chose de beaucoup plus industriel, malheureusement. Et ça dépend de ces ingrédients extérieurs qui changent la façon dont le fromage est fabriqué et ça change le goût du fromage. Et si les fromagers cherchent à améliorer de façon significative leur production, à relier les philosophies de leur agriculture et leur pratique de fabrication de fromage, alors ces techniques naturelles sont vraiment la voie à suivre. Je terminerai ici mon exposé sur ce point. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous aurez beaucoup de succès dans votre laiterie. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Vous pouvez en apprendre davantage dans mes cours de fabrication de fromage naturel qui sont offerts en personne et en ligne. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais vous envoyer mon adresse électronique dans les notes de cours si vous souhaitez entrer en contact avec moi. Je vous enverrai mon adresse électronique. Merci à tous et bonne continuation, bonne conférence.